Bonjour à tous, ici le lieutenant-commandeur Guy Gentil et j'ai une transmission de la plus haute importance à vous communiquer. My people believe in the great balance. We are either predator or prey. Now, I realize the great balance is a lie. Bonsoir à tous, bienvenue sur la passerelle de ma chaîne YouTube. Pour ce soir, nous allons encore discuter de Star Trek Discovery. Nous allons parler de l'épisode 5 et 6 avec Rémi de Star Trek pour les nuls. Bonsoir Rémi. Bonsoir à toutes et à tous. Ships are powering up their weapons. Warm up the phasers. Whoever's listening, consider your next move very carefully. They're capable of destroying every village across the planet. They are committing genocide? Alors Rémi, tu vas nous parler un peu de toi, nous présenter ta passion pour Star Trek. Quel était ton premier contact avec Star Trek ? Donc je fais partie de cette jeune génération là qui a découvert Star Trek en 2009 avec la Kelvin Timeline au cinéma. C'est un film que je suis allé voir avec un copain en se disant on va voir du faux Star Wars. Et quand on a vu ce film, en fait, mon copain qui était hyper hypé, qui avait très très envie de voir ça, était totalement déçu. Et moi qui n'étais pas vraiment joasse à aller voir ce film, je me suis dit, je suis sorti du film mi-figue, mi-raisin, quoi. J'étais plutôt bien, mais je me suis dit, il y a quelque chose de plus pour que ça ait traversé les âges aussi longtemps. Et c'est là que je me suis renseigné, en fait, en découvrant rapidement toutes les séries dans l'ordre chronologique. À chaque épisode, j'ai de plus en plus aimé. Et du coup, maintenant, j'ai lancé mes propres podcasts. Oui, ouais, donc Star Trek pour les nuls, je trouve que c'est un super concept pour présenter justement donc, la saga, la franchise à tous des newbies. Comment ça t'est venu cette idée ? En fait, je suis un gros fan de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts, et il n'y avait pas de podcast sur Star Trek, sauf deux, Parlons Trek et Pod Trek, mais qui étaient très axés soit sur l'actualité, soit sur des reviews. Pod Trek, ils regardent un épisode ou un film et ils en parlent. Donc basiquement c'est ce qu'on fait nous aussi chez Star Trek pour les nuls, mais chez Star Trek pour les nuls, j'ai l'impression d'être un promoteur de... Non mais vas-y, t'es là pour ça. Chez Star Trek pour les nuls, on a deux chroniqueurs en fait qui sont totalement des noobs, des non-connaisseurs de Star Trek. Et en fait, ils regardent au fur et à mesure, pour le moment, on s'est centré surtout sur les films, ils regardent les films et ils nous donnent leurs sentiments, ce qu'ils en pensent, les questionnements que peuvent se poser, ou que l'on s'est posé nous-mêmes au début de notre découverte de Star Trek. Et voilà, je voulais apporter ça en plus parce que voilà, je voulais absolument faire du podcast et je voulais parler de Star Trek parce que j'aime Star Trek plus que tout au monde. Et du coup, voilà, 1 et 1 font 2. En fait, là, tu fais découvrir, à travers ton podcast, tu fais découvrir des gens qui ne connaîtraient pas, tu les prends par la main et tu leur présentes l'univers. Donc c'est vachement bien, et en plus ça me fait un peu mentir parce que moi j'ai toujours dit que les films de J.J. Abrams, comme il y avait tromperie sur la marchandise, c'était impossible que ça puisse amener de nouveaux fans. Bon voilà, tu m'as fait mentir. Je pense qu'il faut les considérer comme une porte d'entrée. C'est pas forcément la porte la plus reluisante, la porte dorée, mais c'est une petite porte d'entrée. Voilà. C'est pour ça que je vois tous les défauts que tout le monde leur reproche, mais moi j'ai aucune haine envers ces films, parce que, enfin du moins envers le premier, parce que c'est le film qui m'a fait découvrir tout ce qui est arrivé par la suite. Alors c'est sûr que c'est pas aussi bien, mais... c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Tu vois, moi j'ai commencé par la série classique, quand j'étais tout petit, je comprenais rien, mais mon premier grand choc c'était Star Trek 2, donc bref, c'est une autre histoire. Something out there that intervenes before all is lost. You like being back in the saddle? Donc ouais, on va pouvoir discuter, avant de parler de l'épisode 6, de l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme j'étais malade la semaine dernière et qu'on n'a pas pu faire d'après-épisode, je te propose qu'on parle brièvement de l'épisode 5. Donc j'ai d'ailleurs même oublié le titre, je suis désolé. Cet épisode où Tilly est coincée dans l'univers des sports, du sport drive, et où il y a le docteur Culbert qui revient. Alors comment tu as trouvé cet épisode ?
très mauvais. C'était vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec cet épisode. Si tu veux, je me suis senti trahi pour la première fois parce que jusqu'à présent. Pour la première fois. Oui, je sais que c'est un peu choquant, mais j'aime bien faire un peu de provoque. Dans la première saison, on avait un concept. Alors, il était particulièrement surprenant, mais il s'est tenu de A à Z. Du début à la fin, la saison 1, elle s'est ressemblée depuis le début. On a eu l'épisode Klingon, là, le 3e épisode de la saison 2, qui ressemblait. C'était un genre de finale de la saison 1 en fait. Moi je l'ai pris un peu comme ça, donc j'ai pas été plus surpris que ça. Et même ça m'a permis de. Au moins c'est bon, on a fini ça, on passe à autre chose. Et ce que j'aime beaucoup avec la saison 2 jusqu'à présent, c'est qu'à chaque épisode, on essaye quelque chose de nouveau, on essaye de découvrir une nouvelle manière de parler des concepts. Et là, le 5e épisode, pardon, ils ont fait une énorme erreur selon moi, c'est qu'ils ont repris, j'étais 10 ans en arrière en train de regarder Lost, et la mauvaise période de Lost, après la première saison, quand c'est parti en vrille et que ils ont commencé à beaucoup trop insister sur le thème destiné religieux, et ça s'est ressenti même jusque dans la manière de faire de produire visuellement, les cadrages qui bougent un petit peu, machin, la musique toujours en fond avec une voix off qui parle. Et là vraiment, moi j'avais l'impression d'être dans Lost à la période où j'aimais plus Lost. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans la bouche de Burnham, il y a un grand champ lexical concernant la destinée, la croyance, etc., etc. Enfin, c'est vraiment très très lourd. Donc elle se présente comme quelqu'un qui y croit pas vraiment, mais qui en même temps aimerait bien croire, etc. Enfin, c'est vraiment des problématiques typiquement américaines, j'ai envie de dire, qui pour nous sont un peu relous sans doute. Et surtout, c'est pareil, il y a Pike qui nous balance, si Dieu le veut, ou je sais plus ce qui nous sort, que Dieu nous garde, ou un truc comme ça à la fin d'une phrase. J'ai trouvé que c'était bien lourdeau. Et aussi, la façon dont ils font revenir le docteur Culbert, j'ai trouvé que c'était complètement idiot. Moi, j'ai pas compris, parce que... Alors déjà, si t'as compris, toi, comment il est revenu à la vie, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que le coup d'une larme, d'une joue contre joue, à côté entre Stamets et un cadavre, parce que quand même, il avait été... sa nuque avait été brisée, et il était mort depuis longtemps au moment où Stamets le prend dans ses bras. Faudra nous expliquer comment ça a pu, dans l'univers des sports, le faire se dupliquer et le faire revenir, quoi. Parce que j'ai trouvé que c'était complètement idiot et que ça faisait un truc de conte de fées en fait. Pour moi c'était complètement anti-trekien, quoi. Alors j'ai peut-être une théorie là-dessus. Quand Tilly part dans le réseau mycélien, ils expliquent qu'elle a été totalement détruite puis reconstruite ailleurs. Non mais ça d'accord, ce concept-là je le comprends bien. Mais à partir du moment où le docteur il était mort. Je veux dire, tu peux téléporter un corps, un cadavre, si tu préfères, à la rigueur. Mais comment est-ce qu'il peut être vivant, quoi ? Puisqu'il était mort à ce moment-là. Quand il repart dans le réseau mycélien, a toujours l'ADN de l'alarme de Culbert. D'accord. Et du coup, le réseau mycélien a pris ça comme une autre entité et l'a recréé. Et ça, tout à fait. Mais on parle d'ADN. Donc, qu'est-ce que le réseau mycélien aurait pu reproduire, si ce n'est un cadavre ? Tu vois, il ne pouvait pas être vivant puisqu'il était mort. Il peut dupliquer un corps, ok, peut-être, très bien, pourquoi pas, mais c'est un corps sans vie, puisqu'il était déjà mort depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme le Star Trek 3 où t'as un côté l'esprit de Spock, à un côté son esprit, son corps, et après du coup il refusionne les deux. Là, c'est Culbert, il était mort. Il y avait que son corps, quoi. Donc je comprends pas, moi. C'est vrai, je sais pas. Après, bon, on avait un peu cette réflexion dans le film Dune également. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais non, pas dans les films, dans les livres. L'ADN enregistre aussi la mémoire, selon leur théorie, ce qui est complètement faux. Mais peut-être que dans le réseau mycélien, ça fonctionne comme ça, et qu'avec l'ADN, il recrée le corps et la mémoire et le souffle de vie. T'avoueras que c'est un peu tiré par les cheveux, même pour Star Trek, quand même. Ah ben, ta gueule, c'est magico-scientifique. Bon, en tout cas, voilà, je pense d'après ce que j'ai lu sur les forums, on est assez nombreux à avoir détesté cet épisode, notamment pour ça.
pour tout ce qu'on a évoqué, hein, c'est-à-dire cette notion un peu de destinée qui revenait, et puis le fait que le docteur y revienne, mais sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Alors sur le chat, qu'est-ce qu'on a? Oui, les seins de l'imperfection, voilà, c'était le titre de l'épisode de la semaine dernière. Rien qu'avec le titre, on avait un indice. Hein. Donc très mauvais épisode. Encore une fois, où Michael Burnham est quand même toujours en avant. Par exemple, même si c'est Tilly et Stamets qui sont au cœur de l'intrigue, on commence quand même l'épisode par elle, et on le finit quand même par elle. Ça devient toujours un peu agaçant, surtout ça permet à l'actrice de faire toujours cette mine un peu renfrognée de quelqu'un de très concerné, même quand ça la concerne pas, et ce qui la rend agaçant en fait. Donc j'espère que les scénaristes vont un jour comprendre que de forcer à mettre Michael Burnham au centre de tout, à tout prix, tout le temps, toujours, c'est vraiment énervant. Alors donc du coup c'est une petite transition pour nous parler de l'épisode 6, puisque heureusement l'épisode ne commence pas par Michael Burnham mais par une voix off de Saru. Alors pour ma part j'ai beaucoup aimé cet épisode, et toi qu'est-ce que tu en as pensé? Ah oui, vraiment très 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 bon épisode. Pour le coup par contre j'avais pas reconnu Saru. J'avais pas reconnu sa voix. Donc quand l'épisode a commencé, je me suis dit ah ouais, ils sont quand même allés jusqu'au bout et ils nous ont mis un narrateur extérieur. Donc sur le coup, j'étais un peu énervé. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai reconnu Saru et j'ai compris que non, c'était bon. Mais c'est très très bon épisode. Il y a juste un point de détail technique. Et c'est dans le visuel qui m'a un peu saoulé. C'est toujours cette caméra qui n'est jamais fixe, sauf lorsqu'ils sont sur la planète de Saru, sur la plage. Bam, on a des Je vois ce que tu veux dire, ouais. D'un peu loin qui ne bougent pas. Mais tout le reste du temps, on a les caméras qui font... En plus, les mouvements sont pas forcément jolis. Mais c'est un peu gênant. Et il y a des lens flares partout. Moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a pas mal de monde qui déteste ça. C'était un peu visuellement... pas parfait. Je suis assez d'accord, hein. Donc le titre de l'épisode c'est le bruit du tonnerre, donc merci à Philippe sur le chat qui nous le fait remarquer. Oui, je vois tout à fait la scène dont tu parles au début quand il y a Saru, Tyler, Michael et Pike qui discutent, et puis il y a la caméra qui tourne autour d'eux, là c'est d'une manière assez rapide, enfin c'est vraiment très très énervant, et puis comme toujours sur la passerelle c'est pareil, on a des mouvements de caméra qui sont un peu poussif pour faire de l'épate, mais bon, ça marche moyen quoi. Alors moi j'ai été assez content de cet épisode parce que l'évolution de Saru, on l'attendait. Je pensais pas qu'on aurait déjà la suite de ce qu'on a vu dans l'épisode 4 seulement 2 épisodes après, donc dans l'épisode 6. J'étais un peu déçu de l'aspect des comment c'est l'espèce prédateur, les Baal, c'est ça? Baoul, voilà, pardon. Je trouvais que c'était bon, on les voyait pas de grands, on les voyait pas vraiment, mais bon, je trouvais que ils étaient un peu trop maniérés, un peu trop, ils sont noirs, mystérieux, ils parlent bizarrement, enfin on dirait des créatures du Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai trouvé que c'était c'est l'essence du mal. Ouais, mais voilà, mais c'était un peu trop cliché, tu vois. Bon, mais bon, là, c'est vraiment pour pinailler, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Douglas Jones, l'acteur, il est vraiment Saru, il est vraiment fantastique. Bon, par contre, toujours, c'est cette idée. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, les mecs, ils sont dit, bon, allez, on y va, mais faut pas foutre la merde. Hein. On est discret, hein. On met juste un orteil dans le truc, pas plus. Et puis après, bon, vas-y, on force l'évolution de tous les Kelpiens sur la planète. Tant pis si après les mecs ils ont envie de génocider les autres, hein, tant pis, c'est pas grave. J'ai trouvé que ce revirement c'est toujours pareil, c'est la prime directive, il faut pas la violer, et puis les mecs ils y vont franchement après au bout de 10 minutes quoi. Je fais bon les gars, à un moment soyez cohérents quand même. On espère que avant de partir, ils ont pris des dispositions pour que effectivement les Kelpiens, si ça se trouve, ils vont génocider les autres, hein, on sait pas, hein. Ils vont devenir complètement dingos et ils vont tuer tout le monde, hein. Donc j'espère vraiment que la fédération va prendre ses responsabilités là-dessus et que elle va taper un peu sur les doigts de Pike qui fait quand même un peu n'importe quoi. C'est un peu comme Kirk dans la série classique, mais quand même là je trouve c'est encore plus poussé parce qu'il passe quand même un certain temps à te dire ouais faut pas faire ci, faut pas faire ça, et puis à faire tout le contraire 10 minutes après. Bon, je trouve que c'est vraiment un peu gênant. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il y aura pas de conséquences. Parce que ça n'a pas été le genre de la série jusqu'à présent de revenir sur des choses. Sauf avec l'épisode Klingon, donc peut-être que si. Et avec Saru. Je pense pas. Oui, Saru. Mais d'un côté, Saru est le seul personnage qui a vraiment beaucoup évolué au fil du temps. Et donc peut-être que c'est assez centré sur lui. Burnham aussi un peu. Mais ouais.
Et... Ah mais je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ah, ça va me revenir. Mais, Le fait que l'histoire de Saru serve encore de relief à l'histoire de Spock et de Michael, peut-être? Que ça aussi c'est un peu énervant? Non, c'est pas ça que tu voulais dire? Ok. Non, mais on peut y revenir si tu veux. Non, j'allais juste dire que c'était la première fois par contre qu'un des short treks avait vraiment un impact sur l'épisode. Donc on peut penser que à l'avenir, je pense qu'ils ne reviendront pas dessus parce qu'on est presque à la moitié de la saison, non? Il y a 13 épisodes. Oui, il me semble qu'il y en a 14. 14. Ils auront probablement pas le temps, je pense, s'ils doivent traiter les 3 autres short treks de manière aussi importante, c'est-à-dire au moins 3 épisodes de plus, Burnham et Spock à régler. Apparemment ce sera pour la semaine prochaine, et je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur ce qui se passe chez les Kelpiens. Après je peux me tromper, mais... Je pense que tu as raison, à mon avis, on ne reviendra pas avant une saison prochaine, où là peut-être ils parleront effectivement des conséquences de ce qui a été fait dans cet épisode. Ou sur une mini-série. Ouais, non, je pense plutôt qu'ils garderont ça pour plus tard, parce que là, effectivement, on va, à force de parler de Spock, là, je pense qu'effectivement, c'est bientôt le moment où on va enfin le voir apparaître. Peut-être pas l'épisode prochain, mais peut-être le suivant. Donc, histoire de faire vraiment avancer l'histoire. D'ailleurs, l'Ange Rouge, comme on le supputait, c'est effectivement pas une créature mythologique, hein, c'est quelqu'un qui a une sorte de combinaison technologique et qui donne un aspect angélique par un concours de circonstances et un jeu de lumière. Donc moi là-dessus ça me rassure. Hein. Donc maintenant c'est à se demander qui est cette personne. Ouais, c'est clairement Michael. Il y a pas mal de rumeurs et de théories. Je sais plus si toi aussi tu en avais parlé, mais pas mal de personnes disent Michael qui revient du futur, et qui indique des chemins à son limite. Et d'ailleurs au niveau de la morphologie, ça ressemblait un peu à celle de Michael. C'est-à-dire qu'elle, une petite nana courte sur pattes, ça ressemblait un peu à ça. Donc, moi, je trouverais ça un peu dommage, parce que c'est toujours pareil, ça serait encore mettre Michael vraiment au centre de tout. Alors, j'espère qu'ils ont une bonne justification pour ça. Mais après, il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est Kurtzman, et donc c'est Lost. Donc oui, les personnes ont une destinée grandiose, et très probablement que Michael va venir du futur pour régler tous les problèmes avant de mourir et sauver l'univers. Non, avant de mourir, tu penses? C'est-à-dire que Michael Burnham, on la voit plus après? Je pense que peut-être pas à la fin de la saison 2, mais à la fin de la saison 2, elle va comprendre que plus tard dans le passé, il va se passer quelque chose, peut-être dans la saison 3 ou 4, ou je sais pas, et elle va être amenée à disparaître, et avant de disparaître, elle se rend compte que les timelines se sont mélangées, ou je sais pas, qu'il faut qu'elle règle certains problèmes. Ça m'étonnerait pas. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une annulation après la saison 3, donc pourquoi ne pas centrer la saison 3 sur la mort de Michael. Alors il y a Philippe sur le chat qui nous dit, moi j'aurais dit que c'était Tilly en fait. Moi, je suis pas sûr, hein, parce que quand même au niveau de la morphologie, parce que Tilly on l'aurait un peu plus remarqué, je pense. Ouais. Il y avait une forme... Ouais, c'était plus fin façon Mike. Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Du coup, je trouve que c'est une bonne transition pour le point Picard déjà. Parce qu'en fait, cette histoire de voyage dans le temps, de réécriture, etc., ça me permet d'évoquer... on va dire, elle a une pseudo-affaire qui a éclaté avec plusieurs vidéos aux États-Unis avec des youtubeurs qui se disent alors c'est très compliqué, hein, j'ai à peine compris toute la vidéo parce qu'elle est vraiment très très riche en informations, et puis bon, faut vraiment bien maîtriser l'anglais pour bien tout comprendre, donc je vous mettrai les liens. Mais en gros, c'est une vidéo qui explique que si les Klingons ils ont un aspect qui est très différent de la Kelvin Timeline, que de la série, des séries canoniques on va dire, de même que l'Enterprise, tout ça c'est volontaire, parce qu'il leur a été demandé aux designers de réaliser au minimum 25% de différence sur les Klingons, sur les vaisseaux, etc. Sur les costumes également, pour les différencier de la Kelvin Timeline bien sûr, où une partie des droits donc appartiendrait à Bad Robot, mais aussi des séries qu'on va appeler de l'univers canonique, c'est-à-dire donc de la série classique jusqu'à Enterprise, donc de 1966 à 2005.
Et tout ça, donc ça amène donc l'idée que Star Trek Discovery serait une troisième ligne temporelle. Et moi, ça me pose aucun problème parce que, juste au contraire, même, je l'ai dit depuis toujours, étant donné qu'il y a énormément d'incohérences entre Discovery et ce qu'on considère comme étant la continuité, et ben voilà, annoncer clairement que c'est une troisième ligne temporelle, ben moi ça m'irait beaucoup mieux, quoi. Je me porterais beaucoup mieux. Bon, pour l'instant, c'est rien n'est officiel, hein, c'est juste des théories qui sont faites comme ça. Mais surtout, la principale inquiétude qui était soulevée par rapport à ça, c'était la série Picard. Que la série Picard serait dans cette espèce de ce qu'ils appellent donc le Prime Universe, qui ne serait pas la Kelvin Timeline, mais qui ne serait pas non plus la série canonique, l'univers canonique. Donc et ils ont peur que le Picard, parce qu'on nous annonce un Picard différent comme on n'en a jamais vu, ils ont peur que ce Picard-là donc soit de l'univers de Discovery, soit radicalement différent et ne soit pas proche du canon. Alors moi, je suis pas trop inquiet par rapport à ça, parce que finalement ce Picard c'est un univers Prime Universe, ça serait le Picard qu'on voit dans les comics Countdown. Et les comics Countdown, il n'y a rien qui nous différencie ce Picard-là du Picard de la Next Gen. Donc en fait, pour moi, ce que je pense, c'est que ces différences-là, elles sont purement au niveau du design pour des histoires de droit et pour des histoires de jouets et de produits dérivés. Pour qu'une partie, par exemple, que la société d'Alex Kurtzman récupère ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire donc les produits dérivés qui seraient issus des designs, issus des séries qu'il aurait produites. Donc pour moi, c'est simplement fait pour faire un distinguo entre tout ça, mais qu'en termes de récit, je pense pas que ça va beaucoup impacter la série comme Picard. D'autant que l'on sait que Sir Patrick Stewart est producteur de la série, qu'il a mis son nez aussi dans l'écriture, donc il y aura quand même un bon respect au moins du personnage, et je pense qu'il y aura une qualité d'écriture et c'est ça au final qui compte, parce que qu'il y ait des mecs avec une cravate qui n'ont jamais vu un seul épisode de Star Trek qui disent ça c'est à moi, ça c'est à toi, et ça c'est canon et ça c'est pas canon, moi j'en ai rien à faire. Et ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ce qui se présente sur mon écran. Donc quelque part je rejoins également ce que tu dis, c'est pas grave, c'est juste des histoires de droit et de papier et de merchandising, ouais. Et surtout qu'on a appris quelque chose, moi, qui m'a un petit peu déçu, mais en même temps, grosso modo, c'est pas grave. C'est qu'en fait, la série Picard ne se passerait pas donc en 2399, mais en 2389, donc seulement 2 ans après la destruction de Romulus, et donc 10 ans après Nemesis. Donc l'écart il est pas aussi grand que ce qu'on pensait, mais bon, là ça veut quand même dire que l'impact de la destruction de Romulus, on va la traiter vraiment à chaud de plein pied, quoi. Voilà, et puis on est certain d'avoir des Romuliens, parce que 10 ans après la destruction de Romulus, on n'est pas... Oui, voilà, c'est ça. Donc là comme on est 2 ans après, donc du coup, qui sera quelque part une suite indirecte du film de J.J. Abrams de 2009, ouais, je pense que là, les Romuliens, ils vont enfin pouvoir revenir sur le devant de la scène et avoir le statut qu'ont les Vulcains dans la Kelvin Timeline. Oui. On me demande Romulien ou Romulan. Moi, je dis Romulan parce que à force d'entendre tout en VO, j'entends toujours Romulan, donc je dis Romulan. C'est pas Romulanais ? Alors, Romulanais, dans Star Trek 5, je sais qu'ils disent les Romulanais, ou même dans le 6 aussi, je crois. Les Romulanais aussi, ouais, donc on se comprend. Oui, d'ailleurs j'ai une question, on dit comment l'Empire terrien en français, parce que moi j'entends le Terran Empire, et du coup Terrané, l'Empire Terrané, c'est bizarre. Non, je crois qu'on dit l'Empire terrien, mais alors là tu me poses une colle parce que moi je regarde pas les épisodes en français, en fait je regarde que en VOST, parce que bon déjà la série classique c'est quand même un peu difficile d'écouter des épisodes qui parlent comme ça. Et puis parce que quand il y a tellement de doubleurs qui ont changé de voix au fur et à mesure des années, ouais, du coup c'est agaçant, et donc moi je préfère regarder en VOST. Alors Nico qui me demande si j'ai fait des recherches sur les budgets et les deals Netflix. Bah non, parce que à la fin de l'épisode 3 finalement avec Romain on avait plutôt répondu à cette question,
Et puis, surtout, bon, en faisant des recherches, j'ai bien vu que c'était toujours très très opaque et qu'il était très difficile d'en savoir plus. Tout en sachant que il y a la série 4ème dimension, The Twilight Zone, qui va arriver le 1er avril sur CBS All Access. Donc si cette série-là débarque aussi sur Netflix, je pense qu'on sera bien rassuré quant à savoir que Picard débarquera aussi sur Netflix chez nous en fin d'année. Après, concernant Discovery, on sait que... Je sais pas si c'est des rumeurs ou si ça a été annoncé. Il me semble que ça a été annoncé que Section 31 ne commencera que lorsque Discovery sera arrêté. Non, après la saison 3 de Discovery. Et c'est de là qu'on a imaginé qu'effectivement la saison 3 de Discovery pourrait être éventuellement la dernière. Ce qui est corrélé aussi avec le fait que la série Picard elle-même fera aussi 3 saisons. Donc, et comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, tout à l'origine, avant que Discovery ne soit le Discovery qu'on connaisse, Brian Fuller avait imaginé qu'une saison serait une histoire sur un équipage, une époque, une série anthologique, un peu comme l'American Horror Story, et que finalement Discovery est devenu une série à part entière avec plusieurs saisons, etc., etc. Et que peut-être finalement du coup ils reprennent un peu ce concept-là, mais plutôt qu'au lieu d'en faire une saison, ils en font 3. Bon, ça c'est mon interprétation, ça se trouve je dis de la merde, on en saura plus dans 2 ans. Après, on peut faire ça sur les séries animées, par exemple sur les 2 séries animées qui nous ont été annoncées, sur une des 2. On a ça avec les short treks, on sait que les prochains short treks, il y en aura au moins un animé. Peut-être que voilà, les séries anthologiques, moi je trouve ça très intéressant, ça peut être... Surtout que c'est une bonne manière de faire revenir des personnages comme Picard et d'explorer les zones d'ombre de la franchise. Alors il y a Philippe sur le chat qui me dit que le deal entre Netflix et CBS se tablerait sur 150 millions pour la saison 2 et qu'il y a des rumeurs d'annulation dès cette saison. Alors effectivement ce sont que des rumeurs, on n'en sait rien pour l'instant. Il est possible qu'on nous raconte du flan en nous disant qu'ils ont déjà des plans pour la saison 3 de Discovery, mais ça évidemment ils vont l'annoncer. Si la série est annulée à l'issue de la saison 2, ils vont pas l'annoncer au milieu de la saison 2. Ils vont attendre que ce soit fini. Donc on verra. Et Picard, le tournage commence en avril, donc dans 2 mois. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors est-ce que toi, tu avais d'autres attentes, par exemple sur la série de la section 31 ? Sur la série de la section 31, j'en attends pas grand chose. Ça peut être super chouette, mais voilà, moi j'ai en image, c'est la faute de Michel Yeo, mais j'ai en image Agents of Shield. Je vois que ça. Du coup, franchement, j'ai pas une grosse attente de section 31. Une fois de plus, c'est Kurtzman, donc on s'attend à du Alias. Voilà, je la regarderai. Je regarderai chaque épisode parce que voilà, ça reste dans un univers que j'aime dans sa globalité, mais j'ai pas d'attente, donc au mieux ce sera une super surprise et j'adorerai, et au pire voilà. Je suis désolé, c'est pas hyper hypant comme façon de voir, mais en l'occurrence non, c'est pas trop mon truc, la section 31. Je l'aimais bien dans Deep Space Nine, mais Alors il y a Philippe sur le chat qui me précise CBS a payé 150 millions pour la saison 2, donc pour produire la saison 2. Le deal entre Alex Kurtzman et CBS finit en 2023, donc du Alex Kurtzman on va s'en taper encore pendant au moins 4 ans. Non mais après bon, regarde, il y a sur 6 épisodes sortis là pour le moment. Il y en a 4 qui sont bons. Ouais, voilà, c'est pas mal. Il y en a un, le Klingon, je sais que tout le monde l'a détesté, mais c'est pas qu'il soit mauvais, c'est qu'il termine un arc, donc et puis bon. C'est surtout que le look des Klingons, ça passe pas. Je suis désolé, ça passera toujours pas. Bah écoute. Mais bon, en soi, il servait de clôture à un arc. En gros, il y a un seul épisode très mauvais, c'est l'épisode de la semaine dernière. Ouais, on est d'accord. On est plutôt d'accord. Et finalement, c'est vrai que je regarde, il y a plutôt un consensus. Les gens qui détestent Discovery, ils détesteront toujours. Ceux qui sont un peu plus ouverts, finalement, ils aiment tous les mêmes épisodes et ils détestent tous les mêmes. Voilà, on est plutôt... les retours des fans me semblent plutôt homogènes dans l'ensemble. Et que même les plus récalcitrants comme moi, par exemple, qui avaient détesté la saison 1,
commence à se dire peut-être il y a de l'espoir et que si ça continue comme ça, la saison 2 pourrait être vraiment bonne. Donc là on croise les doigts, on attend de voir Spock en espérant qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Et donc du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure ? Non, juste que moi je suis de manière générale assez heureux et j'ai hâte d'être à vendredi prochain parce que jusqu'à présent cette saison 2 elle me hype alors que la saison 1 j'étais pas forcément pressé d'être au lundi. J'étais content quand ça arrivait mais bon voilà. Mais là je suis très content jusqu'à présent. Il y a eu 2 ratés mais c'est pas grave, on trébuche pour mieux utiliser des airbags. Je sais pas où je vais. J'aime cette saison 2 et voilà, je suis très heureux d'avoir pu en parler. Donc du coup, on va pouvoir te retrouver dans un prochain épisode de Star Trek pour les nuls, j'imagine. Qu'est-ce que tu nous concoctes pour la prochaine ? Alors là, la prochaine émission qui va être diffusée, je ne sais plus de quoi il s'agit, on l'enregistre presque un mois à l'avance, mais je sais que lundi prochain, on enregistre pour parler du 5e film, justement, tout à l'heure, que j'aimerais arriver à dire qu'il est bien ce film. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve qu'effectivement, Star Trek 5, il a de gros défauts, parce que William Shatner, on va pas dire que c'est un grand réalisateur, mais ce film regorge quand même de bonnes petites idées. Surtout, moi je trouve qu'il a un vrai côté sympathique. Il ressemble vraiment à ce qu'était un épisode de la série classique, finalement. Mais il est sincère. Voilà, il est bancal, c'est clair, il est bancal. Mais il est sincère, il apporte des trucs, il est vraiment fun, moi j'aime beaucoup. Et Insurrection, c'est pareil, je trouve que ça aurait pu être un épisode de la série de la Next G. Et je le trouve pas nul. Je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui le bitchent, mais pour moi c'est un plutôt bon film. Star Trek Insurrection est un de mes favoris. Voilà. Insurrection, c'est un de tes favoris, c'est vrai. Ouais, carrément, ok. Mais bon, après, un des films que j'aime le moins, c'est La colère de Khan. Attention. Oui, c'est vrai, j'avais entendu ça, j'ai absolument pas compris comment ça pouvait être possible. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Après, justement, via Star Trek pour les nuls, on l'a regardé, du coup je l'ai regardé 3 ou 4 fois, et je commence à comprendre les avis de Matou et Dragor, désolé, je place les noms de mes chroniqueurs, qui m'ont indiqué pourquoi ces films étaient bien selon leur point de vue, fait que je suis en paix avec lui, je le déteste pas, mais je trouve que c'est le moins puissant des Star Trek originaux. C'est bizarre, parce qu'il y a tellement d'ingrédients dedans qui font que c'est un must. Le fait que Kirk il a un fils, qu'il y ait le retour de Khan, ce qui est quand même pas rien, que la mort de Spock, elle est juste incroyable également. L'histoire du Kobayashi Maru, Saavik, il y a énormément d'ingrédients qui sont plutôt cool. Il y a une bataille spatiale qui est super fun. Voilà, la musique aussi, elle est classe. Bon, après, je sais pas, peut-être que le film est trop vieux pour toi, je sais pas. Non, le premier film, je l'adore, il est génial. Le premier, je l'adore aussi. Je pense que c'est... Las Mayer, j'accroche pas. Oh, bref, pardon. On verra, de toute façon, il va faire... Normalement, il travaille toujours sur sa série sur Khan. On verra bien ce qu'il en est, c'est toujours dans les cartons, on ne sait pas s'il va le sortir un jour, mais dernière nouvelle, il travaillait toujours dessus, et il attendrait que des histoires de droit se débloquent pour pouvoir avancer. Donc du coup, moi je te souhaite une bonne soirée, longue vie et prospérité, et puis à très bientôt. Et merci à toi Guigui, et à bientôt.